Merci de me donner de nouveau la parole. Comme je n'ai que 7 minutes, je vais me concentrer sur le sujet de la dette publique. Donc on sait que pour réduire le ratio dette sur PIB, on a grosso modo 3 méthodes. La face nord, les excédents primaires, c'est-à-dire les excédents budgétaires hors intérêt de la dette. La croissance du PIB en valeur. Et la restructuration, dans laquelle j'inclus aussi la mutualisation, qui est une forme de restructuration. Alors, dans tous les cas, il y a des perdants. Et il ne faut pas croire qu'il y a une solution miracle. Et je trouve que c'est vraiment important à avoir en tête. Pour la face nord, c'est évident. Les perdants sont les contribuables. Alors, j'ai bien aimé l'aspect actif-passif. Donc, en Italie, effectivement, la dette publique est détenue par les ménages, qui ont aussi une grosse richesse immobilière. Mais tous les gouvernements qui ont essayé de faire une taxe sur la richesse se sont cassés les dents. Donc, et en Grèce, c'est encore pire. Ou c'est pareil, en fait. Et donc, voilà, raisonner en net, c'est bien, mais en fait, politiquement, je ne sais pas si ça marche si bien. Et bon, de l'autre côté, il y a les allocataires. On sait que quand il y a des baisses, des coupes dans les dépenses publiques, ça tombe souvent sur les dépenses sociales. La croissance du PIB en valeur. Donc, évidemment, tout le monde est pour la croissance en volume. Mais tout le monde n'est pas pour l'inflation. Et on sait que de l'autre côté du Rhin, il y a des gens qui regardent de très près l'inflation. L'inflation, on sait que c'est une taxe. C'est une taxe sur les revenus qui ne sont pas indexés sur les prix. Alors évidemment, aujourd'hui, ça fait un peu sourire, puisque l'inflation était tellement basse, on peut monter de quelques dixièmes de points et ça sera presque invisible. Mais il y a quand même dans l'histoire des épisodes où les épargnants, et notamment ceux qui ont acheté de la dette publique à taux fixe, ont été rincés. Donc la troisième, et donc la deuxième méthode porte, donc il y a deux volets. Il y a un volet croissance, donc c'est dans les mains du gouvernement. Et là, on voit bien qu'il y a besoin de demande et d'offres. Et donc, on fait des politiques d'offres, mais il faut aussi avoir quand même de la demande. L'offre toute seule, n'importe quel économiste sait que ça ne fait pas de l'activité. Il faut de la demande et de l'offre. Or, si on est justement en train de parallèlement baisser les déficits primaires, eh bien, on a du mal à avoir de la demande. Et donc, l'autre volet, c'est l'inflation, et ça repose sur la Banque centrale. Ça s'appelle la monétisation. La monétisation des dettes publiques, je vais y revenir. Donc, le troisième méthode, c'est la restructuration. Donc là, il y a des perdants, c'est les détenteurs de la dette publique, de manière évidente, qui sont résidents ou non résidents, ou une combinaison des deux. Et également les contribuables, parce que si il y a une restructuration des dettes qui sont détenues par la Banque centrale européenne, pendant plusieurs années, les gouvernements ne vont plus recevoir les recettes, les profits de la Banque centrale. Donc c'est quand même aussi les contribuables qui vont devoir combler le trou. Alors comment nous sommes-nous enfermés dans une voie si difficile ? En fait, c'est idéologique. Dans le traité, on a marqué qu'il ne fallait pas de renflouement. Donc, un État en difficulté, eh bien, les autres ne se sentent pas concernés par ces problèmes. Ils peuvent l'aider s'ils ont de la commisération, mais c'est à leur bon vouloir. Le deuxième point qui est encore plus fort, la non-monétisation. Ça, c'est aussi dans le traité. Donc, la Banque centrale ne doit pas racheter les dettes publiques. Et par ailleurs, dès le début de la crise, on a dit qu'il n'y aura pas de restructuration. D'accord ? Il n'y aura pas de restructuration. On avait peur de la contagion. C'est vrai, c'est faux, mais bon, c'est un fait. Et donc, non-renflouement, non-monétisation, non-restructuration, on fait comment ? Il y a un problème. Il faut bien qu'on trouve une issue. Et donc, en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'on a fait un peu des trois. On a fait le mécanisme européen de stabilité. Alors, ce n'est pas du renflouement, tant que les Grecs affirment leur volonté de rembourser. D'accord ? Mais le jour où une partie n'est pas remboursée, ça devient du renflouement, de facto. On a fait, j'espère qu'il n'y a pas d'Allemands dans la salle, de facto, on a fait de la monétisation. Alors, quand la Banque centrale européenne a annoncé le quantitative easing, bien fait attention de dire, attention, le risque est porté par chaque État, d'accord ? Mais en fait, le quantitative easing est arrivé après les OMT, où la Banque centrale avait annoncé que si un État était en difficulté, éventuellement, elle interviendrait de manière potentiellement illimitée, conditionnellement à un plan d'ajustement. Et donc, si on combine les deux, de facto, on a une promesse de monétisation. Et enfin, on a fait de la restructuration. Là, on a tendance à oublier, mais en 2012, il y a eu quand même une restructuration de la dette grecque. Donc, on a fait un peu des trois. Et de mon point de vue, c'est un peu ça qu'il faut faire. On ne peut pas abattre un tabou complètement, mais écorner un peu des trois pour s'en sortir et survivre, c'est sans doute la voie à suivre. Alors, comment aller plus loin ?
Ce que nous a appris la crise, c'est que les solutions extrêmes sont non réalistes, ne sont pas réalistes. Donc la solution extrême de non-renflouement, et donc si un État est en difficulté, il n'aura qu'à faire défaut, c'est tant pis pour ceux qui ont prêté. Et on pensait que la discipline de marché allait permettre de ne pas arriver à ces extrémités. Bon, ça n'a pas marché. Et on voit que même aujourd'hui, on est complètement terrifié à l'idée de laisser un État faire faillite, tellement il y a encore dans le système, et on n'a pas les institutions. À l'opposé, le renflouement total, on voit bien, et avec la prise de contrôle par les créanciers de l'État en question, ça ne marche pas non plus. Politiquement, c'est pas jouable. Et donc, il faut essayer de trouver des solutions intermédiaires. On est condamné un peu aux solutions intermédiaires. Donc, il y a eu une proposition récente, un rapport du CEPR qui propose, alors, c'est pas pour tout de suite malheureusement, donc ça va pas tellement vous aider, un mécanisme de restructuration qui sera articulé autour du mécanisme européen de stabilité, avec l'idée selon laquelle on est, selon la dette publique qu'on a droit à différents volets du mécanisme de stabilité, le MES. Donc, si on est en dessous de 60% du PIB et qu'on a des difficultés d'accès au marché, on a droit à des aides du MES sans aucune conditionnalité. Si on est entre 60 et autre chose à définir, ça peut être 90, 100, à voir, on a droit au MES, mais à l'assistance du MES moyennant un plan d'ajustement. Et quand on est au-dessus, on a droit au MES, toujours, la solidarité, mais plan d'ajustement plus restructuration. Donc, afin de canaliser un peu les anticipations de marché. Donc ça, je trouve que c'est une idée intéressante qu'on devrait peut-être un peu creuser. La deuxième idée, donc, de communautariser le coût de la dette, donc le fonds de rédemption, alors moi j'appelle plutôt fonds de remboursement, parce que la rédemption, ça a une petite connotation. Alors, moi, ça me terrifie, cette idée. Ça me terrifie, pourquoi ? Parce que quand on lit une proposition des sages allemands, à ne pas confondre avec le gouvernement allemand, qui est sauvagement contre. L'idée, c'est donc de mutualiser toute la dette qui est au-dessous de 60% du PIB, de la mettre dans un fonds, mais avec des engagements des États très forts de rembourser. Il ne s'agit pas de l'enterrer. Et ça, c'est des engagements sur 25 ans des États. Donc plusieurs élections doivent se dérouler, et ça doit bien se passer. Et en plus, évidemment, on met essentiellement de la mauvaise dette dans ce fonds. Et donc, on ne crée pas un actif de bonne qualité dont on aurait besoin par ailleurs. Donc moi, j'étais pour un mini fonds de remboursement de 20 points de PIB, de bonne qualité, puisque c'est 20 points de PIB, y compris du PIB allemand, et pour créer un actif sans risque, ce qui permettrait de réduire le problème de la boucle entre la banque et le souverain, et d'augmenter la résilience du système. C'est-à-dire que quand on a une crise, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les taux allemands baissent et les taux espagnols montent. Alors que si on avait plus d'actifs réputés sans risque, on aurait un effet plus faible d'écartement des taux et ce serait stabilisant. Alors enfin, sur la politique macroéconomique, comment faire de la croissance, comment faire moins d'erreurs de politique économique. Donc avec Xavier, on s'est largement exprimé sur le sujet. Donc je ne vais pas répéter. Ce qui me semble, c'est qu'il y a un instrument qui a été mis en œuvre, qui est la procédure pour des équilibres macroéconomiques qui devraient être montées par rapport aux procédures budgétaires. C'est pas pareil de faire du déficit budgétaire quand il y a beaucoup d'investissements privés, quand il n'y a pas beaucoup d'investissements privés. Ce qui compte, c'est la demande totale dans une économie, c'est pas simplement la demande publique. Et donc ça, c'est additionner le déficit public et le déficit privé, et ça s'appelle le déficit extérieur, courant. Et donc, de notre point de vue avec Xavier, cet indicateur devrait être placé très haut, en fait, dans l'analyse macroéconomique avant de donner des indications aux États. Sur la coordination proprement dite, on peut faire beaucoup mieux que ce qu'on fait actuellement. Il y a quand même une fragilité endémique de la coordination. Ça demande un pays doit s'écarter un peu de ce qu'il aurait fait s'il n'y avait pas eu ses partenaires, et ça, c'est pas très naturel. Et aujourd'hui, en plus, si je compte bien, dans les pays qui sont sous le volet correctif du pacte de stabilité, donc qui ont quand même peu de flexibilité, ils représentent 38% du PIB de la zone euro. Donc ça veut dire ceux-là, de toute façon, ils ne comptent pas pour définir une politique budgétaire. Et donc ça va reposer sur un petit nombre de pays qui vont évidemment se rebeller. Donc c'est extrêmement difficile. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ? Moi je pense qu'à partir des règles qu'on a, en effet moi je pense qu'il faut des règles. Il ne faut pas jeter tout à la poubelle, il faut des règles peut-être plus simples, peut-être moins intelligentes. Et par-dessus, avoir des institutions beaucoup plus solides. On a des conseils comment ça s'appelle, stabilité, conseils budgétaires indépendants. On a des conseils budgétaires indépendants. Et on pourrait s'appuyer là-dessus
pour savoir à quel moment on peut s'écarter éventuellement de la règle et y revenir à la règle. Parce que penser qu'une règle va couvrir tous les états de la nature possibles, c'est un peu utopique. Et on va toujours être surpris. Et donc ne pas avoir les institutions derrière qui nous aident à savoir quand est-ce qu'on peut s'écarter, quand est-ce qu'il faut revenir, évidemment, laisser ça entièrement politique, c'est un peu inconfortable par rapport à la soutenabilité à long terme. Voilà. Et donc sur la capacité budgétaire, pour finir, je crois qu'il faut qu'on soit très clair sur pourquoi faire. Musgrave et Musgrave disent allocation, stabilisation, redistribution. Et en fait, avec le plan Juncker, on a dit que ce sera de la stabilisation, c'est-à-dire qu'on va faire de l'investissement à un moment où on en a besoin. J'ai presque fini. Et en fait, on va voir que c'est de l'allocation. En fait, on va faire de l'investissement pour la croissance et on vérifie bien que la rentabilité est bonne. Si on était vraiment sérieux, vous voulez faire de la stabilisation, on prend des projets d'investissement qui, éventuellement, on n'aurait pas fait de toute façon. Leur rentabilité est un peu inférieure à ce qu'on voudrait. Mais voilà, il faut dépenser en creux de cycle. Donc, une idée possible, c'est de faire un espèce de plan Juncker où on bloque les projets d'investissement qui sont juste en dessous de la rentabilité qui est la rentabilité qu'on exige en temps normal et qu'on les débloque en phase de bas de cycle. Peut-être que je suis utopique. Il y a d'autres idées, mais je n'ai pas le temps, donc je m'arrête là. Merci. Donc, merci de me donner la parole. Je ne sais pas qui, d'ailleurs, me la donne. C'est toi, Pierre. Et donc j'enchaîne. Merci Pierre d'être parmi nous. C'est un grand honneur, un grand privilège de t'avoir dans cette école d'économie de Paris. Et dans ce lieu, tu me faisais remarquer que ça nous rappelait de bons souvenirs, enfin, surtout à moi, la maison de Tunisie, avec tous ces tapis et ces souvenirs. Alors pour passer donc au cœur du sujet, quelques mots d'abord de remise en perspective. Parler de l'après-crise, c'est bien, je vais quand même dire quelques mots de la crise elle-même pour éclairer justement ce qu'il faudrait éviter de répéter à l'avenir. Pas besoin d'être long sur le fait que la zone euro a été, au cours des dernières années, le maillon faible de l'économie mondiale. Je regardais les chiffres du FMI de 2008 à aujourd'hui. La zone euro fin 2014 était toujours en deçà de son niveau de PIB au début de la crise, 1er janvier 2008, alors que les États-Unis, par exemple, sont à plus 8%. Alors cette année sera la première année où on reviendra au niveau de PIB de départ, mais c'est tout de même assez spectaculaire de penser que la reprise de la croissance économique est juste une remise à niveau de la production telle qu'on l'a connue au 1er janvier 2008. Donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses qui ne se sont pas bien passées. On les a tous en tête, mais je vais les réénumérer rapidement, mais avec peut-être un angle différent de celui auquel on attend en général les économistes. Pierre-Yves d'ailleurs le disait un peu au départ, les économistes sont très innovants, puis c'est les hommes politiques qui freinent. Non, je pense qu'on a tous été victimes dans les années 90, mais peut-être les économistes un peu plus que les autres, d'un défaut de rationalité limitée. C'est-à-dire qu'on n'a pas été capable de faire l'arbre de tous les possibles avec suffisamment de conviction pour mettre en garde contre justement ce qui s'est passé et le cadre institutionnel dans lequel on aurait pu mieux gérer cette crise. Donc j'ai listé 3 vices de fabrication de la zone euro qui, pour certaines d'entre elles, je crois, auraient pu être évitées si simplement on avait eu à ce moment-là la conscience des risques auxquels on était exposé quand on a fabriqué la zone euro. Alors, le premier vice le plus évident, c'est le fait qu'on a fait une union monétaire qui n'ait pas été en même temps une union bancaire. On le dit maintenant, ça paraît complètement évident, ça paraît même aberrant qu'on ait pu s'engager dans une union monétaire dont on ne réfléchisse pas en même temps que pour être solide, tenir, la monnaie étant créée jusqu'à nouvel ordre et pour l'essentiel par les banques, il fallait en même temps une union bancaire. Qu'est-ce qui a bloqué? La discussion a eu lieu, mais pas avec tellement d'enthousiasme. Qu'est-ce qui a bloqué? Tout le monde le sait, c'est les banques centrales nationales qui voulaient garder le dernier teuf qu'on considérait à leur disposition, n'ayant plus l'usage de la politique monétaire, c'est-à-dire la supervision de leurs banques. Bon, on n'a pas tant insisté que ça, j'ai pas le souvenir que ça a été des débats si forts. C'est passé. Bon, je pense que politiquement, mais tu sauras mieux que moi, si on avait dit « Ah non, ça ne marchera pas, si vous ne créez pas simultanément, ce qu'on a fini par créer, c'est-à-dire une supervision par la Banque Centrale Européenne elle-même, des grands établissements représentant, on va dire, un risque systémique, un fonds de recapitalisation qu'on aurait créé dès cette époque-là, qui aurait été abondé de 10 milliards chaque année et qui aujourd'hui en disposerait de 100. Si on avait dit « Si vous ne faites pas ça, c'est simple, la première faillite bancaire mettra en péril
péril l'État qui l'héberge, et donc vous serez dans un cycle infernal comme on l'a connu en Irlande et en Espagne. Ce débat intellectuel-là, si on avait eu juste un peu en souvenir ce qui s'était passé dans les années 30 aux États-Unis, à savoir essentiellement une crise bancaire qui à l'époque n'avait pas été bien gérée, les choses auraient été très différentes. La Grèce serait sans doute restée la Grèce, mais on n'aurait pas eu la crise irlandaise, on n'aurait pas eu la crise espagnole, et la coloration aurait été complètement différente du sujet de ces discussions aujourd'hui. Donc, premier vice de fabrication qui correspond en partie à des lobbies très puissants qui ont voulu empêcher que ça se passe, les banques centrales européennes, mais en même temps, peut-être un défaut de vision. Deuxième vice de fabrication, la construction de la politique monétaire et de la politique budgétaire. À l'époque, le grand débat, alors là pour le coup on en parlait tout le temps, c'était de trouver la bonne articulation entre la politique monétaire et la politique budgétaire pour gérer les chocs symétriques, les chocs asymétriques. Et là, on était mieux parti puisque les théories de Mundell-Fleming nous expliquent que la politique monétaire est efficace quand on est dans un régime de change flottant. Donc ça c'est très bien pour la zone dans son ensemble. Une politique monétaire efficace parce que justement elle pouvait s'appuyer sur le change, exactement ce qu'on est en train de découvrir aujourd'hui, la force d'une politique monétaire efficace quand elle s'appuie en réalité sur la possibilité d'évaluer la monnaie. Et à l'inverse, dans un régime de change fixe, c'est-à-dire au sein de la zone euro, des politiques budgétaires capables de corriger le cycle. Encore, Mundell-Fleming, c'est comme ça que ça marche. On était dans cette idée qu'on avait une bonne architecture, puisque justement, on avait des politiques budgétaires nationales capables de corriger les tendances à la moyenne en cas de choc asymétrique, et une politique monétaire qui ferait le ménage. On n'a pas du tout anticipé que ces mécanismes seraient fracassés par le point numéro 1 dont j'ai parlé, la crise bancaire qui allait contaminer le risque souverain, et puis une crise de la dette souveraine qui en réalité allait totalement empêcher la politique budgétaire de jouer ce rôle. Ce qui a rendu plus grave encore cette erreur de diagnostic sur les risques auxquels il fallait se présenter, c'est deux vices de fabrication de ces deux instruments qui auraient pu jouer leur rôle si les choses s'étaient mieux passées, et qui sont, alors là pour le coup c'est plus classique, vous en avez d'ailleurs reparlé tous les deux. Premièrement, la règle des 3%, qui est une règle fondamentalement procyclique. Tout le monde le pressentait, mais on n'avait pas compris peut-être à quel point elle le deviendrait. C'est-à-dire que tous les États qui sont sous les 3% n'ont aucune raison de contrôler leur déficit public. Et puis quand ils sont aux 3%, on suit exactement le cycle avec la nécessité, là, auquel on est encore en partie confronté, de devoir réduire les déficits au moment où il faudrait les lâcher parce qu'on est encore dans une phase basse du cycle. Donc là, première règle, moi je me souviens pour le coup là, de débats avec les homologues de l'époque ou d'autres en expliquant qu'il fallait absolument des objectifs de déficit structurel, cyclically adjusted, parce que sinon on allait créer exactement ce qu'on a fini par créer. On m'a expliqué, mais alors les déficits structurels, personne ne les comprend, c'est n'importe quoi, il y en a autant qu'on voudra, et finalement le nouveau traité prévoit bien des objectifs de déficit structurel. C'était pas si compliqué que ça, de mettre le mot et après de laisser justement la Commission définir exactement elle-même et souverainement ce qu'était le niveau de déficit structurel, ce que finalement tu es obligé de faire maintenant pour apprécier l'effort d'ajustement qui sont faits par les pays. Donc ça c'est la première erreur qui a été faite dans la calibration de cet exercice de politique économique. Et puis deuxièmement, alors ça reste encore tabou, Olivier Blanchard l'a dit il y a quelque temps, mais je demeure convaincu que c'est profondément juste. En ayant un objectif d'inflation à 2%, on vise trop bas. On vise trop bas parce que, justement, on s'expose plus vite que prévu à la contrainte que les taux d'intérêt ne pouvant pas descendre en deçà de zéro, eh bien, on n'a plus les instruments de politique monétaire. Et puis un choc dans un sens est beaucoup plus difficile quand on est à 2 que quand on est à 3 ou à 4. On aurait pu s'entendre sur un objectif entre 2 et 3 plutôt que juste au-dessous et 2. Ça nous aurait donné un degré de liberté très important. Il y a beaucoup d'études qui sont faites dans des simulations diverses et variées qui montrent à quel point ce zéro lower band, c'est-à-dire la difficulté de baisser les taux d'intérêt au-dessous de zéro, joue un rôle très important dans l'analyse rétrospective des raisons pour lesquelles les multiplicateurs budgétaires sont parfois de 0,5 et parfois de 1,5. C'est toujours lié à la proximité de cette contrainte. Elle a mal été appréciée. Je pense que c'est une erreur dommageable aussi, même si elle est taboue, il ne faut surtout pas en parler. Le troisième vice de fabrication, alors là pour le coup on rentre davantage dans le vif du sujet, c'est cette interdiction qui a été faite à la Banque Centrale Européenne d'intervenir sur le marché de la dette et cette no bailout clause. À partir du moment où la Banque Centrale est indépendante, elle a des objectifs qui sont la lutte contre l'inflation,
elle aurait dû rester souveraine dans la mobilisation des instruments à sa disposition. Il n'y avait pas de raison de limiter son degré d'action, les instruments qui sont disponibles pour lutter contre la déflation. Et au fond, c'est un peu ce qui s'est passé avec le temps, avec le programme QE, avec le programme OMT, qui a dû passer le test d'ailleurs de la validation juridique, mais indiscutablement, au départ de cette crise, ça a constitué un frein. On se souvient avec le programme SMP, un Securities Market Programme, je vais conclure en une seconde, la démission de notre ami Axel Weber, par ailleurs, et Jürgen Stark ensuite, a créé beaucoup de retard dans l'ajustement et une politique qui finalement s'est imposée. Voilà un troisième vice de fabrication. Et j'ajoute pour le coup une réflexion, là encore, dans le domaine rétrospectif de ce qu'aurait pu être un débat éclairé, et ça a un rapport avec le fonds de rédemption dont vous avez parlé tous les deux, c'est cette idée de notre ami Jacques Delplat, moi je trouve extrêmement intéressante rétrospectivement, l'idée qu'on aurait pu avoir dans les années 90, alors ça aurait été plus compliqué politiquement, mais on ne l'a pas eu à ce moment-là, donc on n'en a pas parlé, de distinguer la dette en deux morceaux, une dette bleue, comme il l'appelle, jusqu'à 60%, qui aurait été senior sur la dette émise au-delà et qui aurait pu être garantie par l'Europe, garantie sur le stock d'or des banques centrales, tout ce qu'on voudra, mais étant senior, elle comporte de facto très peu de risques, puisqu'elle était par définition limitée à un seuil inférieur à 60%, et puis au-delà, une dette rouge, sous la responsabilité des États, s'ils veulent aller plus loin, sous leur signature, de réagir aussi s'ils le veulent, mais en sachant que pour le coup, ils sont en roue libre, puisque les 60 premiers pourcents seuls sont garantis. Ça aurait donné un instrument à la politique monétaire, puisque là, pour le coup, il n'y aurait aucune difficulté à ce que la Banque centrale intervienne sur le marché de la dette bleue, et ça aurait donné une dynamique beaucoup plus intéressante. Alors le fonds de rédemption fait un peu ça, mais à l'envers. Il y a Jean-Marc qui va me tuer, donc je vais arrêter, mais je crois que là, on a raté une opportunité de faire des choses qui auraient été très inventives et très innovatives. Alors juste pour finir, il y a plusieurs choses que j'avais prévu de dire, mais on les dira dans le débat, je retiens de ce rappel une chose qui me paraît très importante et qui est un peu perdue dans les discussions courantes, mais Agnès en a parlé à la fin. C'est qu'à l'origine, il était très important de comprendre que la politique économique efficace, c'était pour l'ensemble de la zone, la politique monétaire, ce qu'on voit aujourd'hui, et la politique budgétaire à des fins de choc asymétriques, c'est-à-dire des chocs qui ne concernent qu'un pays en particulier relativement à la moyenne. Il faut retrouver, c'est le grand enjeu de la discussion qui est engagée là maintenant en matière de comment utiliser au mieux les ressources Juncker, etc. Il faut retrouver, un, de la contracyclicalité qu'on a perdue, mais deux, et surtout, de la contracyclicalité pour les pays qui sont relativement au cycle européen en retard, puisque le cycle européen lui-même est géré, en quelque sorte, par la politique monétaire, la politique de change commune. Je crois que c'est ça le plus important, et le projet d'Agnès, que je découvre, on nous en parlait il y a 2 minutes avant de commencer, me paraît très bon, d'avoir une série de projets prêts à être activés, mais activés pour les pays qui sont en retard du cycle européen pour pouvoir jouer sur ces instruments de contracyclicalité qui vont lui manquer maintenant que la politique budgétaire est paralysée. Voilà. On va essayer de faire au mieux. Oui, merci. Le mot contrainte politique a été cité moult fois, et je pense que c'est l'essentiel du problème. La dette actuelle de beaucoup de pays, notamment la Grèce, si j'ai le temps j'en parlerai une seconde, c'est pas vraiment un problème économique, c'est un problème politique. Les montants sont un petit peu dérisoires par rapport à la richesse de la zone euro. Comme on n'arrive pas à se mettre d'accord sur qui doit payer, et c'est la seule bonne question, parce que c'est vrai qu'en tant qu'économiste, on a beaucoup de créativité institutionnelle, économique. La Banque centrale peut racheter un bout, on peut faire des swaps, des machins. Au fond, c'est qui paye et combien. C'est ça la seule bonne question. Est-ce que c'est les Grecs aujourd'hui, les Grecs demain ou les autres Européens? Et cette question d'économie politique est centrale. Au fond, la gestion de la dette, ça va être qui va payer. Elle est peu étudiée. Et on ne l'a pas perçue comme telle. Alors pourquoi on ne l'a pas perçue comme telle? Un petit point rétrospectif qui renvoie au vice dont parlait Daniel. Moi, je crois que la racine du problème, c'est qu'on est rentré dans la zone euro en croyant qu'il y a une trinité allait résoudre tous les problèmes, qui est une stabilité des prix. On a exporté la crédibilité de la banque centrale allemande, la BUBA au niveau européen, avec un banquier central conservateur, gérant aussi la dimension contracyclique. Stabilité des prix, politique de la concurrence, aller faire converger les tissus industriels, les tissus économiques des pays en luttant contre les rentes, les distorsions de concurrence, le grand marché.
et décentralisation de la discipline fiscale pour faire des contraintes pays par pays pour éviter exactement ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire l'explosion des dettes publiques. Ça, l'absence de transfert, c'était la condition de l'adhésion allemande. Faut pas les Allemands, si on reprend les discussions des 90, ils disaient on fait la zone euro, mais on ne paiera pas 1 euro pour les autres pays. Nous, ok, on reconstruit l'Allemagne de l'Est, ok, l'Allemagne de l'Est, c'est 1000 milliards d'euros le coût de reconstruction par l'Europe de l'Ouest de l'Allemagne de l'Est. 1000 milliards, c'est 3 fois l'entièreté de la dette grecque aujourd'hui. Et c'est l'Allemagne qui l'a payé sans solidarité européenne, on n'en parlait pas à cette époque-là. Ils ont déjà payé 3 fois la dette grecque pour l'Europe. Moi, je crois que c'est plus ça que la question d'inflation aujourd'hui, le problème. Donc, ils ont fait ça et ils ont mis comme condition, on ne veut pas avoir de transfert aujourd'hui. Et aujourd'hui, parce qu'on a loupé des mécanismes européens, on est obligé de faire des transferts. Et on est obligé de faire des transferts, il faut les faire. Il faut remettre en cause ce compromis fondateur de la zone euro et de la monnaie unique. Et vous voyez la difficulté, c'est très profond dans les négociations franco-allemandes, cette question-là. Point de difficulté supplémentaire, pour moi, ce n'est pas la dette le problème principal, c'est la divergence des pays européens. Et cette notion de divergence, c'est une notion un peu différente par celle de cycle et de choc asymétrique dont parlait Daniel, qui est réelle. Jamais les pays européens n'ont autant divergé que dans les 10 dernières années. Et quelque part, cette divergence était cachée par les taux d'intérêt, la convergence nominale, et l'explosion des dettes, c'est la révélation de ces divergences. Aujourd'hui, l'Allemagne, elle est au plein emploi, elle a un excédent budgétaire de 8%, ce qui est un déséquilibre macroéconomique au sens extérieur, pardon. Un excédent de balance courante de 8%, pour être plus précis, qui est un déséquilibre macroéconomique, et réduit sa dette à une vitesse accélérée. Aujourd'hui, la dette publique allemande est 15% inférieure à la dette publique française. C'est-à-dire que si l'Allemagne jouait sur ces 15% pour converger vers le niveau français, là, elle serait en surchauffe, elle absorberait tous les jeunes européens pour produire. Enfin, ce serait, donc, l'Allemagne est complètement désynchronisée par rapport, et elle attire avec elle les pays du Nord, par rapport aux autres pays. Et cette divergence fait qu'aujourd'hui, on a des questions d'économie politique. C'est que l'Allemagne, elle ne voit pas l'intérêt d'une politique contracyclique. Parce que déjà, eux, ils doivent calmer leur marché du travail parce qu'ils essaient déjà d'attirer des jeunes qualifiés parce qu'ils ont une population déclinante. La question démographique, elle est centrale en Allemagne, je ne m'étends pas sur cette question-là. Donc, c'est pas du choc asymétrique, c'est-à-dire de l'assurance dans le temps, c'est vraiment une divergence qu'on doit repenser globalement pour penser cette question de l'absorption des dettes publiques. Alors, comment fait-on une fois qu'on a dit tout ça ? On ne fait pas très bien, parce qu'on n'a pas les institutions. Donc, on a des institutions communautaires, la Commission, le Parlement européen. Tout ça ne fonctionne pas très bien. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la montée assez complexe qui rend la chose peu compréhensible par les citoyens européens, mais de l'intergouvernementalité. Grosso modo, c'est les gouvernements qui s'y remettent. Et là, on l'a vu aujourd'hui, enfin récemment, la semaine, avec le couple franco-allemand qui essaie de trouver une solution en forçant certains acteurs pour trouver une solution au problème grec. On repolitise le problème, et c'est l'issue, il faut repolitiser le problème. Voilà, la France et l'Allemagne doivent se mettre d'accord sur une clé de répartition de la contribution européenne au gouvernement grec pour éviter le problème. Ça, c'est insatisfaisant. Parce qu'il y a cette intergouvernementalité qui est dans la gestion du dette grecque, qui est dans la MES. Quelque part, bon, c'est un pis-aller, ça empêche vraiment la projection européenne et la constitution d'outils vraiment européens pour régler nos problèmes. Et cette intergouvernementalité, c'est aussi une limite. Par exemple, si je prends le plan Juncker, le plan Juncker qui est assez géré dans une dimension intergouvernementale. On sait ce qu'il faudrait faire, le plan Juncker. Le plan Juncker, il faut investir massivement pour augmenter la productivité de la Grèce, de l'Italie, du Portugal, avec les coûts de financement allemands. Il faut que ce soit un transfert du nord vers le sud pour recréer de l'activité économique, des gains de productivité, une capacité de convergence du sud. C'est ça à quoi ça doit servir le plan Juncker. Il ne faut pas que ce soit un marchandage où chaque pays a le retour sur investissement de ce qu'il a mis dans le plan Juncker, qui est malheureusement, je ne sais pas, on va voir ce qui va se passer. Le délai va être très très grand aussi, c'est un autre problème, mais il faut assumer l'intérêt général européen et utiliser ces outils-là pour recréer du dynamisme économique, recréer de l'activité économique, pour permettre de créer des recettes fiscales et de l'activité économique pour faire reconverger cette zone euro. Je crois que le fond de notre incapacité à gérer la dette grecque, c'est l'hétérogénéité des intérêts nationaux, qui s'exprime dans l'intergouvernemental parce qu'on n'a pas les institutions pour repenser une projection à 10 ans de ce que devrait être le système fiscal européen, l'architecture européenne. Est-ce que c'est un budget européen ? Pierre Moscovici en a parlé. Je pense qu'il
tous, si on prend le problème, on sait qu'il faudra un budget européen à 5-10 ans, quelles sont les recettes fiscales, quelles seront les orientations, tout ça on va en discuter, ça peut être le détail, mais il faudra un budget européen, il faut se projeter. Il faut se projeter sur une architecture fiscale. Et cette architecture fiscale, il faut la penser, et c'est le problème grec. La Grèce, c'est marginal, et ça investit toutes les forces diplomatiques européennes sont pour 1% du PIB européen, qui est la dette grecque qu'on doit gérer. Et ça paralyse la construction européenne. Il y a deux modèles fiscaux. Soit on prend le modèle fiscal du fédéralisme fiscal américain, construit en 1840 avec le défaut des États. On fait défaut, on purge, on met une partie de la dette au niveau fédéral et on reconstruit un budget fédéral en faisant passer la dette à un niveau supplémentaire, en créant des ressources fiscales qui permettent de faire passer ces ressources supplémentaires. Et on assume le défaut. Et c'est la position du FMI. Le FMI dit que la Grèce doit faire défaut. Le défaut, c'est pas la fin du monde, c'est pas la faillite d'un État. Tous les pays font défaut. Le FMI veut que la Grèce reconnaisse une restructuration. C'est comme ça qu'il traite tous les autres pays du monde. Pourquoi il ne traiterait pas la Grèce de la même manière ? Les Allemands refusent que la Grèce fasse défaut parce que dans le fédéralisme fiscal allemand, les Länder ne font pas défaut. Quand un Länder a un problème en Allemagne, l'État fédéral va dans le Länder, il punit les élites politiques, il change les fonctionnaires, il stigmatise et finalement il refinance. Il impose des nouvelles règles pour que ça n'apparaisse pas dans le futur, après il refinance. C'est exactement ce que fait l'Allemagne aujourd'hui avec la Grèce. Donc il y a un conflit très fort qui se dramatise, intergouvernemental, mais c'est la gestion d'une certaine vision du fédéralisme fiscal allemand. On change les règles et après on paye. Le fédéralisme fiscal américain, c'est on fait défaut et on éduque les prêteurs. Ceux qui ont prêté, ils ont pris des risques, ils ont fait de l'argent. Voilà, la prochaine fois, ils feront attention, ils feront des primes de risque efficaces sur les pays. Donc soit on éduque les prêteurs, ça c'est les Américains, le FMI, soit on éduque les emprunteurs, ça c'est le fédéralisme fiscal allemand. Et ce petit tableau brossé, il faut qu'on se mette d'accord sur un système qui fonctionne. Soit on punit les prêteurs, soit on punit les emprunteurs. Mais il faut une cohérence, il faut se projeter. Et là, on voit qu'on n'arrive même pas à penser le problème. On n'arrive pas à penser le problème parce que, comme le fait remarquer Jean-Marc Talon, nous devons être courts et concis. Donc, je n'aurai pas le temps de développer plus avant. Mais le fond de mon propos, pour résumer, 1, la gestion de la dette de court terme doit être repensée avec une projection de la reconvergence européenne à 10 ans. 2, cette projection à 10 ans doit être ambitieuse sur le plan européen et repenser vraiment un fédéralisme fiscal qui fonctionne de manière correcte. Merci. Bonjour, je m'appelle Daniel Boutrin, je suis un ex-risk manager. En fait, j'ai beaucoup aimé votre analyse, qu'on partage pas mal, quoi. Et en fait, je voulais juste apporter un point, qu'une des parties en fait, qui a été opposée à l'union bancaire, ça a été surtout en fait, le niveau de corruption en fait, dans les États. Et en fait, l'union bancaire, en fait, on a dit qu'on n'en voulait pas, en fait, juste pour éviter ça. Ceci dit, une des particularités en fait, dans les unions qui sont intergouvernementales, c'est la mise en place en fait, de gens de tous bords qui doivent travailler ensemble. Et en fait, je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez lorsqu'on met en fait, plusieurs gens en fait, qui n'ont pas du tout les mêmes cultures, les faire travailler ensemble, en fait, à quoi ça aboutit en fait, et si c'est pas justement les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est pas justement la cause de ça. Bon, il faut éviter, dans la position qui est la mienne, la position radicale, socialiste, bien sûr, qui consiste à dire que tout le monde a raison, qu'on est très content et qu'on est d'accord avec tout le monde. Néanmoins, il y a beaucoup d'idées qui ont été émises là, dans lesquelles je me reconnais, et que je vais essayer de nuancer quelque peu au passage. Je partage en gros l'analyse qu'a faite Agnès Benassi-Kéré. Je voudrais reprendre un certain nombre de points centraux de ce qu'elle a dit pour l'avenir. D'abord, je pense en effet que le mécanisme européen de stabilité n'a pas aujourd'hui épuisé sa fonction historique et qu'il sera nécessairement un élément clé de la résolution de la question des dettes souveraines dans les années qui viennent. Deuxièmement, s'agissant des règles sous lesquelles nous vivons, je pense qu'il est extraordinairement compliqué parce qu'il y a une réticence extrêmement forte à la révision des traités, d'envisager de renoncer au two-pack et au six-pack. Et les règles sont là, elles doivent être utilisées. Il y a simplement deux façons, non pas de les contourner, mais peut-être de les utiliser de façon plus intelligente. La première, c'est la voie que nous avons commencé à explorer, je dis bien commencer, de la flexibilité. Parce qu'elle montre qu'à l'intérieur même du pacte, il y a quand même des ressources qui permettent de l'utiliser de manière intelligente.
La deuxième, c'est que je suis persuadé tout de même qu'à un moment donné, dans le moyen terme, il faudra simplifier le pacte. Et je le vois comme utilisateur ou comme metteur en scène du pacte, du two-pack, du six-pack. Quand il y a des concepts qui sont flous ou qui prêtent à contestation, ou des méthodes opposées, c'est quelque chose qui ne va pas. Je ne dirais pas que quand c'est flou, il y a un lot, mais en l'occurrence, c'est à peu près ce que je serais tenté de penser. Ça n'a jamais été tout à fait mon choix, mais néanmoins. Pourquoi ça? Je vais prendre 2 exemples. La question de l'output gap est une question qui est hautement contestée. Autant celle des déficits structurels est une question qui aujourd'hui fait consensus, autant celle de l'output gap est contestée. Deuxième chose, quand on mesure le fait de savoir si un pays a ou non rempli son objectif de déficit structurel, on a 2 méthodes. Une qu'on appelle bottom-up et une qu'on appelle top-down. Et on utilise successivement l'une ou l'autre, et quand elles donnent des résultats divergents, on prend la plus avantageuse. Il y a quand même un problème. Il faudra bien un jour qu'on en ait une. Et j'explique toujours à mes troupes, que ce soit la direction générale ECFIN ou mon propre cabinet, que quand il y a quelque chose que je ne comprends pas moi-même, c'est qu'il y a une difficulté. Non pas que je sois le phénix des eaux de ces bois, au contraire. Comme je suis un citoyen moyen, juste un tout petit peu plus informé que la moyenne de cette question, si le ministre, et j'ai un DEA, voilà, donc si le ministre de l'économie et des finances ou le commissaire européen ne comprend pas, c'est tout de même qu'il y a quelque chose là qui n'est pas forcément intelligible. Et donc, plus de transparence, plus de simplicité. Je pense quand même qu'il ne faut pas s'interdire un toilettage, fut-il limité, des règles pour demain. Troisième remarque, je n'y insiste pas parce que je l'ai moi-même développé, je partage l'idée selon laquelle il faut des institutions qui soient plus solides. Et je ne reprendrai pas les propositions que j'ai faites moi-même. La vraie question qui est posée, elle est posée par exemple quand on examine le papier franco-allemand qui est sur la table depuis quelque temps, c'est est-ce que nous pouvons agir à traité constant? Là encore, je donnerai une réponse qui n'est pas une réponse de Normand. Je ne le suis pas, Normand. Je dirais qu'il est extrêmement compliqué à court terme pour toute une série de raisons. Des raisons de faisabilité, d'acceptabilité. Des raisons qui sont liées aussi à la question britannique, qui pèse quand même sur les esprits. De changer cela dans le très court terme. Et donc qu'il faut agir à traité constant. Mais j'envisage mal que l'ampleur de ce que nous avons à faire dans les 10 années qui viennent, à un moment donné, n'appelle pas à une révision des traités dont l'ampleur devra être mesurée. Il ne s'agit pas de proposer ça pour demain, je ne cherche pas à mettre un pavé dans la mare, mais l'idée que nous avons une structure figée pour l'éternité, si nous voulons nous donner des institutions plus solides, me paraît quand même un oxymore. Sur la capacité budgétaire, comme l'a dit Agnès, il faut à la fois être capable de définir sa ressource. Et là-dessus, il y a quand même beaucoup de travaux à mener parce qu'il y a des idées assez contradictoires, et aussi sa destination. Sur le plan Juncker, je serai un peu moins critique que vous, mais j'attends de voir comment ça marche, pour voir quels sont les investissements qui seront effectivement sélectionnés. On peut s'interroger sur l'ampleur du levier, mais tout de même l'idée, c'est bien que le plan Juncker serve à financer des investissements qui autrement n'auraient pas trouvé leur débouché, et ça doit être un des critères de la gestion de cette affaire. Daniel, on connaît un certain temps, a toujours ce goût virtuose du mot. Je ne vais donc pas commenter les idées qu'on aurait pu avoir dans les années 90, mais peut-être les idées qu'on a eues à l'époque et qu'on n'a pas appliquées. Et il y en a une avec laquelle une remarque que tu as faite, avec laquelle je suis profondément d'accord, c'est sur le déficit qu'a représenté l'union bancaire. Et du coup, en creux, parce qu'on n'a quand même pas, on n'est pas resté inerte ces dernières années, sur le progrès vraiment historique et insuffisamment mesuré que représente l'union bancaire. Pas encore achevé, car on en a 2 volets sur 3. La supervision, la résolution, manque encore les mécanismes de garantie des dépôts. Mais je pense que là, nous avons un système qui est beaucoup plus solide. Si on met d'un côté le MES, de l'autre côté l'union bancaire, on voit pourquoi, par exemple par rapport à la crise grecque actuelle, il y a, je ne dirais pas plus de décontraction qu'en 2012, mais plus de confiance sur la capacité qu'on a à affronter des crises de cette nature-là, type souveraine, ou des crises d'ailleurs du système financier. Donc je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait essentiel. Je salue aussi, et je l'ai dit, les progrès que Mario Draghi fait faire à la Banque Centrale Européenne, en restant dans le cadre de ses objectifs. Mais après tout, si l'objectif c'est l'inflation, on peut avoir des objectifs dans un sens, quand elle est excessive, ou dans l'autre sens, quand elle est insuffisante. Je pense que maintenant, il y a une guidance dans le temps qui est extrêmement précieuse, et les paroles qui ont servi à sécuriser les marchés, et puis les actes,
au cours des dernières années. Après, sur la question soulevée par Xavier Rago, de savoir quel est le processus de décision et l'opposition entre intergouvernementalisme et fédéralisme. Je suis un vieux fédéraliste, et je suis un partisan du fédéralisme budgétaire. Étant entendu tout de même que pour parler de fédéralisme budgétaire, il faut se situer à un certain niveau de budget. Mais je pense qu'en pratique, les choses ne marchent pas exactement comme ça. Par rapport à la question qui était posée par monsieur de savoir comment est-ce qu'on fait travailler ensemble des gens qui n'ont pas les mêmes idées. L'Union européenne, je fais partie des gens qui font le tiercé dans le désordre. C'est-à-dire des rares personnes qui ont fait un séjour dans les 3 institutions. J'ai été pendant 6 ans au Parlement européen, j'ai été pendant 7 ans au Conseil comme ministre des Affaires européennes et ministre de l'économie et des finances, donc dans les 2 grands conseils horizontaux, et je suis maintenant à la Commission européenne pour 5 ans. Mon expérience, c'est que l'Union européenne est une grande coalition par essence. C'est-à-dire que, et là c'est un problème qui nous est posé quand on parle idéologie. Je suis un socialiste, un social-démocrate, et je vois bien le type d'Europe dont je rêverais. Je peux avoir la sympathie pour telle ou telle cause ici ou là. Mais quand j'étais au Conseil, quand j'étais au Parlement européen, ou maintenant que je suis à la Commission, on est forcément obligé de trouver des compromis avec des gens qui ne pensent pas du tout comme vous. Je prends juste l'exemple de la Commission. C'est un organe politique. Et tous les membres de la Commission ont une affiliation politique. Pas tous une carte de parti politique, mais tous ont une affiliation politique. 14 viennent du PPE, les conservateurs continentaux. 8 sont des sociodémocrates ou des socialistes ou des travaillistes. Pas tout à fait la même chose d'ailleurs. 5 sont des libéraux et 1 est un Britannique, qui se trouve par ailleurs conservateur, mais qui développe des problématiques un peu particulières. Et notre règle, bien sûr on peut voter, c'est quand même d'essayer au maximum de prendre des décisions par consensus. Ça c'est un premier élément, l'élément proprement politique. Il y a un deuxième élément qui est l'élément, je dirais, national, qui est que l'Europe ne peut pas être britannique. Et ça, si je souhaite bien sûr qu'on garde la Grande-Bretagne dans l'Union européenne, je pense qu'il faudra discuter avec la Grande-Bretagne. Il est hors des questions de dire, voilà, vous faites des propositions, vous avez des exigences, mais on ne les écoute même pas dans les discussions. Mais en même temps, le modèle britannique ne peut pas s'imposer à l'Union européenne. De même que l'Europe ne peut pas être allemande, l'Europe ne peut pas être à la française, elle ne peut pas être à l'italienne. En France, nous avons toujours cette tendance à considérer que l'Europe, c'est la France en grand. Je pense que c'est une erreur fondamentale. C'est pas vrai. Je ne prends pas là je ne sais quelle formule électorale de je ne sais quel candidat, de je ne sais quel parti. Je sais en réalité quel parti, quel candidat et quel programme électoral. C'est pas ça dont je voulais parler. Nous pensons toujours que nos idées sont tellement bonnes que les autres devraient les adopter d'emblée, simplement parce que nous sommes le phare de l'humanité, en l'occurrence de l'Europe. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Je dis malheureusement parce que je me sens moi-même très profondément français. Et donc, on est obligé de combiner entre les différents systèmes. Enfin, il y a une troisième donne qui est institutionnelle, qui est que, et là j'ai une nuance avec vous, Xavier, l'Europe ne peut pas être purement communautaire ou purement intergouvernementale. Elle est forcément des deux. Et si vous prenez même ce qui se passe sur la Grèce, c'est intéressant. Moi j'ai été dans les cercles de décision. Je l'étais en novembre 2012, quand on a dessiné le programme, avec y compris une restructuration de la dette, comme vous l'avez dit, pour la Grèce. Et je suis aujourd'hui à la Commission. Comment ça se passe en pratique? La décision, au final, en novembre 2012, elle s'est faite dans une pièce où il y avait le ministre allemand, déjà Wolfgang Schäuble, le ministre italien, à l'époque Grilli, le ministre espagnol, Luis de Guindos, le ministre français, moi-même, le commissaire chargé des affaires économiques et financières, à l'époque Olli Rehn, le président de l'Eurogroupe, à l'époque Jean-Claude Juncker, le président de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, et la directrice générale du FMI, déjà Christine Lagarde. C'est un mélange. C'est-à-dire que vous avez à la fois des institutions, qui ne sont pas toutes européennes, les institutions européennes, et quelques grands pays dont l'accord est indispensable à quelque chose de plus attendu, avec au milieu un personnage qui est le président de l'Eurogroupe, qui lui représente tous les États, et pas seulement les grands. Et si on n'est pas capable de mettre ensemble ces acteurs, qui ne sont pas tous intergouvernementaux tout de même, c'est pas, je pense que ce serait erroné de dire que c'est juste Merkel et Hollande qui convoquent les autres et puis ça se fait comme ça. Je le sais d'expérience. Ce sont les institutions qui ont travaillé sur les éléments sur lesquels on discute aujourd'hui, en ce moment même, avec la Grèce. Donc c'est un système quand même beaucoup plus complexe, ce qui fait qu'il faut à la fois mettre une dose de fédéralisme et une dose d'intergouvernemental. Toute la question, c'est de savoir quelle est la qualité du compromis. Est-ce qu'il est plus ou moins progressiste? Est-ce qu'il est plus ou moins intergouvernemental? Est-ce qu'il est plus ou moins fédéral?
Et c'est une question de curseur. Moi, je suis évidemment favorable à un compromis qui soit plus progressiste, plus fédéral, et qui, du coup, est une dose d'intergouvernemental moins forte, même si on n'est non pas obligé de le concéder, mais tout simplement de faire avec. Et j'en tire deux dernières choses. La première, c'est que je suis totalement d'accord avec Xavier Rago sur le fait que l'objectif qui doit être le nôtre pour les 10 années qui viennent, c'est la reconvergence des économies. Si nous ne sommes pas capables de nous donner cet objectif, et si nous ne sommes pas capables de nous donner les moyens de l'atteindre, le projet européen, et notamment le projet euro, échouera. Et nous en avons eu une avant-première lors des dernières élections européennes. C'est absolument fondamental d'avoir cet objectif-là pour que nos citoyens européens recommencent à penser que l'Europe n'est pas une punition, une contrainte, un problème, c'est bel et bien une solution, un espoir, et qu'elle produit des résultats, tout simplement. Donc ça, je pense qu'il faut partir de cette finalité pour ensuite définir les politiques qui l'amènent. Et puis la deuxième chose, c'est que je pense quand même, alors il y a des discussions, beaucoup, mais j'y suis moi très attaché, que cette question de la capacité budgétaire de la zone euro est une clé de l'avenir. Et que si nous ne sommes pas capables de la mettre en place, encore une fois, la question et des ressources et des affectations étant posée, nous ne parviendrons pas à cet objectif de reconvergence et donc nous échouerons. Ce qui veut dire au total que tout en pensant que les règles actuelles doivent évidemment être respectées, c'est mon job au sein de la Commission, je pense que nous devons aussi être les inventeurs de l'avenir. Ce qui veut dire que les réflexions actuelles sur l'avenir de l'Union économique et monétaire sont tout à fait décisives. Et que tout en naviguant entre ces écueils, des pays au génie et aux situations différentes, des partis aux sensibilités différentes, des options ou des modèles différents, on doit quand même trouver au milieu de tout ça une voie, parce que c'est vrai, comme le dit Daniel, que nous voyons aujourd'hui à travers la crise ce qu'étaient les défauts originels de conception de l'euro, son asymétrie, ses manques. Et maintenant, ce projet, il n'est pas mort. Moi, j'y suis très attaché. Je pense que c'est un projet formidable. Mais il a besoin d'être maintenant complété dans toutes ses dimensions, notamment celles dont nous avons parlé ce soir.